À Radio Unicité, nous sommes tous sur la même longueur d'âme. Et vous allez voir, c'est le sujet de la chronique santé de Chantalane Dumas que l'on retrouve tout de suite en direct de sa République dominicaine. J'aime ça dire ça, c'est comme si on avait un bulletin météo avec une correspondante qui nous emmène du soleil. Mais Comment ça donne vas-tu? un petit côté international à Radio Unicité aussi. Les Exactement. chroniqueurs aux quatre coins du monde. Exactement. Et tu sais que, bon, je sais pas à quelle fréquence tu écoutes Radio Unicité, mais il y a plein de petits points sur notre carte en République dominicaine. Donc, t'es pas la seule. Il doit y avoir, je sais pas si c'est un fan club en République dominicaine, mais on a des auditeurs. Je les salue d'ailleurs. Ben, effectivement, il y a une communauté de Québécois qui sont basés à Cabareté, qui est environ 2 heures et demie, 3 heures de chez moi. Mais donc, plusieurs d'entre eux me suivent sur les médias sociaux. Donc, puis bon, à Punta Cana aussi. Je pense que dès que les gens font des recherches sur la République dominicaine, ils tombent sur mes vidéos et continuent en général à me suivre. Hey, je m'excuse pour ma voix, chères auditrices et auditeurs aujourd'hui. En fait, je suis quand même contente d'avoir récupéré suffisamment de cordes vocales pour être capable de faire ma chronique parce que pendant 4 jours, j'étais aphone. Et donc, c'est un petit peu difficile aujourd'hui, mais au moins, je sonne un peu plus comme un Roger que comme une Chantal, mais ça va faire le Un, travail pour la chronique. un Roger, eh bien, on n'a plus les Rogers qu'on avait, mais bref, Je on te rassure tout le monde, je suis pas en transition Ah, ça, j'espère bien. Mais non, mais pour ceux qui voient le vidéo, elle est resplendissante quand même. Tu es éblouissante, Chantalane. Et, Merci. et on te reconnaît. Alors, on sait que c'est bel et bien toi. Et ben, j'espère que tu vas avoir assez de voix pour faire la chronique aujourd'hui parce que ça va être passionnant. Moi, tout ce qui a trait à l'âme me passionne beaucoup. Des fois, on oublie de l'écouter, notre âme, cette petite voix qui nous murmure des fois, hein, la voix de l'ego, c'est beaucoup plus fort, puis on se laisse distraire par cette voix-là. Mais là, tu vas nous parler des 5 blessures de l'âme. Oui, effectivement, c'est un concept qui a été beaucoup popularisé par Lise Bourbeau chez nous au Québec, mais Oui, ça vient de chercheurs, oui, les 5 blessures de l'âme, tu l'as sorti pour nous. je suis Et prêt. donc, mais Lise Bourbeau n'est pas celle qui a inventé, donc ça vient de psychologues américains, mais elle a quand même eu l'avantage, on va dire, de vulgariser ces ouvrages-là et de les rendre accessibles. Et donc, plusieurs personnes ont fait ces lectures concernant les 5 blessures de l'âme. Mais je vous dirais que, vous savez, on n'évolue pas en ligne droite. L'évolution, ça se passe en spirale et on peut relire des ouvrages qu'on a lus il y a plusieurs années et on les perçoit complètement avec un niveau de conscience différent. C'est vrai, Et ça. l'année passée, j'avais fait une chronique et un article sur les 5 blessures de l'âme que j'ai publié dans Vitalité Québec. Et je me suis plongée là-dedans et vraiment, j'ai redécouvert plein de trucs, soit que j'avais oublié ou que je comprenais maintenant différemment par rapport à il y a une vingtaine d'années quand j'avais découvert ces blessures de l'âme. Et pourquoi c'est important d'y revenir périodiquement? C'est que ces blessures-là, en général, on les subit durant notre enfance. Et des 5, on en subit 1 à 2 de manière plus intense, c'est-à-dire qu'on peut avoir les 5, mais que d'une façon, on va dire, plus anodine ou plus légère, elle nous est affectée. Mais il y en a toujours 1 ou 2 qui sont dominantes. Et ces blessures dominantes, c'est un petit peu comme si elles vont venir mettre des filtres à travers nos lunettes avec lesquelles on regarde la vie, avec lesquelles on perçoit la vie. Donc, par exemple, moi, j'ai été adoptée, j'ai été abandonnée donc à ma naissance et j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois. Et donc, c'est sûr que je porte la blessure d'abandon et je vais souvent interpréter des événements qui vont survenir dans un angle d'abandon. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir oublié de me recontacter, mais moi, je vais plutôt penser que c'est un abandon, que la personne en Ah, réalité ne tient pas à moi, etc., etc. Je vais partir sur un narratif parce que mes hmm. lunettes avec lesquelles j'entrevois la vie sont teintées de cette blessure d'abandon. Et à moins de prendre conscience de ces blessures, c'est qu'on continue à toujours interpréter. Et ce qu'on va faire, inconsciemment évidemment,
c'est qu'on va attirer des situations qui vibrent à la même fréquence. Donc, d'autres situations d'abandon, dans mon cas, pour nous donner la chance d'adresser ces blessures. Notre supraconscience nous veut tellement de bien qu'elle nous redonne des opportunités de guérir nos blessures en attirant notre conscience dessus. Alors, très souvent, on va aussi choisir soit des conjoints, conjointes, ou des amis proches, ou des collègues de travail. Encore une fois, c'est inconscient tout ça, Mhm. qui vont représenter certains traits de personnalité du parent qui nous a fait subir ces blessures. Et c'est encore une fois une tentative inconsciente de les résoudre, d'attirer notre attention sur ces blessures, que ça devienne tellement inconfortable ou tellement douloureux qu'on n'ait pas le choix à un moment donné de dire, bon, pourquoi je vis des abandons à répétition ou une des 5 autres blessures? Et c'est là souvent qu'on va se mettre à faire des recherches, qu'on va peut-être consulter, qu'on va peut-être se procurer des méditations guidées ou des hypnoses ou tout ça pour essayer de guérir ces blessures quand on prend conscience qu'on a un pattern, un schéma répétitif dans notre vie qui est contrôlé par cette blessure-là. Et Et il ne ça, faut c'est pas se bien le cacher. important. Oui, C'est important ce que tu dis parce que là, tu parles d'une blessure prédominante dès ton très jeune âge. Ça ne veut pas dire qu'on reste avec ça toute notre vie. Quand tu dis qu'on rencontre des gens, que ce soit nos conjoints, conjointes ou collègues de travail, c'est pour nous conscientiser au fait qu'on a cette blessure-là, qu'on peut guérir. absolument. Absolument. Ça, c'est la beauté de l'humain. On vient vivre une expérience. Pour moi, quand on dit l'école de la vie, c'est pas une image. Pour moi, c'est vraiment ça. Mhm. On s'incarne pour vivre différentes expériences qui vont nous permettre de nous expandre, de grandir. Et donc, il n'y a jamais rien de fatal, là, à moins d'avoir une amputation d'un membre dans un accident ou dans une chirurgie. Il n'y a rien de fatal. On peut toujours régénérer des parties blessées de notre corps, de notre âme, de notre côté émotionnel, de notre côté intellectuel, de notre côté même génétique. On sait aujourd'hui, grâce à cette belle science qu'on appelle l'épigénétique, qu'on peut contrôler nos gènes. Donc, des fatalités, il n'y en a pas tellement. Alors, bien sûr qu'on peut guérir de ces blessures, mais il faut tout d'abord en prendre conscience. Mhm. Et malheureusement, c'est que quand on est dans les blessures, souvent, on va être dans le premier niveau de conscience qui est tout m'arrive, je suis une victime. Alors, tant qu'on pense que les choses nous arrivent parce qu'on est une victime, ben, souvent, on ne reprend pas notre pouvoir et on n'apprend pas comment se servir de ces expériences de vie-là, de ces défis-là pour grandir. Mais le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est que ça fasse assez mal parce que malheureusement, que ce soit au niveau de la santé physique ou émotionnelle, tant que ça ne fait pas mal, on continue business as usual, on continue notre vie, notre course de métro, boulot, dodo, et on ne prendra pas le temps et les moyens pour guérir de nos blessures ou de nos bobos ou de nos maladies. Et donc, si on laisse notre vie être gérée par une de ces 5 blessures, eh bien, éventuellement, ça peut même se répercuter sur notre santé physique. Alors, les 5 blessures, quelles sont-elles? Je suis certaine que là, tout le monde se demande, à part l'abandon, quelles sont les autres blessures? Oui. On a tout d'abord la blessure de rejet. Je pense que tout le monde est familier avec la blessure de rejet. On a tous, à un moment donné de notre vie, expérimenté le rejet, que ce soit parce qu'on ne nous a pas choisi pour être dans l'équipe de ballon chasseur Ah, ou on ça n'a pas m'arrivait. eu. J'étais pas sportif à l'école, ça c'est ouais, C'est ça Ça marque un marque. petit Ben, jeune, hein? exactement. Alors, ça peut être ça peut être qu'on n'est pas rentré dans le programme qu'on voulait à l'université, ça peut être qu'on n'était pas le chouchou de notre père ou de notre mère ou du professeur qu'on aimait, ou bon, peu importe, mais le rejet, on l'a tous déjà expérimenté. Pour certaines personnes, ça va être très difficile parce que ces gens-là ont vécu des rejets profonds entre 0 et 1 an. Le rejet, ça peut être, par exemple, euh, on a 4 filles dans la famille, puis on voulait que le 5e enfant soit un garçon, puis c'est encore une fille. Donc, le fœtus, le bébé va déjà ressentir le rejet, va Et ça, c'est sentir que subtil, là. oui, mais tu sais qu'on capte l'information même au niveau transgénérationnel. Oui, oui. Donc, ce que nos parents vivent, ce que Ouais. nos grands-parents ont vécu, ça se transmet, ça vient
modifier l'expression de certains gènes dans notre corps. Mais carrément, si la mère, par exemple, à l'échographie, a vécu une grande déception, donc c'est un stress. Quand on vit du stress, on relâche des hormones de stress, comme le cortisol, comme l'adrénaline. Et quand il y a d'importantes variations des hormones, bien, le fœtus va le ressentir. Donc, Mhm. ça va avoir été perçu comme un stress. Le bébé ne saura peut-être pas ou le fœtus ne saura peut-être pas que c'est un rejet qui vient de vivre, mais il va ressentir le stress. Ouais. Et c'est à la longue, une expérience plus une autre expérience. En fait, les émotions sont des fréquences vibratoires. Donc, on ne met pas toujours un nom dessus quand on est bébé, on n'a pas un vocabulaire, mais on reconnaît cette énergie-là. On dit, OK, ça, je sentais ça, puis ça goûte pas bon. Là. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime pas ça. Là. On ne Ouais. sait pas encore que ça s'appelle rejet, mais on l'expérimente très profondément. Donc, ça commence entre 0 et 1 an. Et très souvent, ça va provenir du parent de sexe opposé. Il faut faire attention d'aller dans les grandes généralités quand on parle de blessures parce que ça se décline là, dans toutes sortes de subtilités, comme tu l'as dit. Mais Mm. on va dire de manière générale, ça vient souvent du parent de sexe opposé et ça va être des événements qui vont avoir eu comme conséquence de nous faire sentir qu'on n'avait pas de valeur. Donc, c'est très profond parce que c'est pas comme quand on va chicaner un enfant parce qu'il est maladroit puis il a cassé de la belle vaisselle en porcelaine. Ça, c'est des choses dans le faire. Mais quand on vit un rejet, c'est dans l'être. C'est quelque chose de profondément, comme je disais, on n'est pas né dans le bon sexe, on n'est pas né avec les bonnes aptitudes. Par exemple, si toi, tu étais né d'un père qui est un joueur de baseball puis que tu n'étais pas bon dans les sports, bien sûrement que tu aurais senti à un moment donné qu'il y avait un rejet de qui tu es parce que tu ne réponds pas à certains critères. Donc, c'est très profond. Les enfants Euh, qui ne sont pas désirés non plus, hein, ça peut marquer aussi Absolument, avec absolument. un Ça va être rejet. un rejet. Ben oui, Ouais. absolument. C'est quel plus grand rejet que de ne pas être désiré. Et donc, ce que ça va faire, on va développer des mécanismes de compensation par rapport à ces grandes blessures-là. Et donc, la blessure de rejet va faire qu'on va développer un masque. On va se cacher. La blessure va être derrière le masque qu'on va dire fuyant. Donc, ça va être une personne qui va éviter, qui va peut-être éviter de se mettre en relation, qui va peut-être éviter justement d'être dans des situations de se faire choisir ou non pour une équipe parce que pour elle, c'est trop douloureux de vivre des rejets. Donc, elle va fuir les relations, elle va fuir les situations, tout ce qui pourrait faire qu'elle va expérimenter à nouveau un rejet. Donc, ça va se traduire par une compensation qu'on va appeler le masque fuyant. Dans Hmm. la vraie vie, ça peut s'expérimenter à travers aussi beaucoup d'addictions. Hein? Donc, quel meilleur moyen de fuir nos émotions que d'aller vers les addictions, les dépendances, alors que ce soit Ah les oui. drogues, le jeu, la sexualité ou tout ça. Mais Mhm. souvent, on va développer des mécanismes de fuite tels que les addictions. Ces gens-là, souvent, puis encore là, il faut faire attention aux généralités, mais des fois, ça va très bien ensemble, vont développer des corps aussi très minces. Ils vont avoir une tendance à la contraction, des personnes qui vont être effacées, qui vont ne pas attirer l'attention sur elles, par exemple, dans un groupe ou dans une salle. Donc, physiquement, elles peuvent manifester cet aspect aussi de fuite et de vouloir s'effacer en réalité. Hmm. Alors, c'est la première blessure très souvent qui s'installe, puisque c'est de 0 à 1 an, c'est la blessure de rejet. Comme je disais, il y a différents niveaux d'intensité aussi. Puis des Ouais. fois, ben, l'intensité de la blessure n'est pas nécessairement proportionnelle à la situation. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui ont été adoptés et que la blessure d'abandon, dans leur cas, ne domine pas leur vie parce qu'ils ont peut-être été adoptés dans une famille où ils se sont sentis accueillis, désirés et ça a fini par compenser les blessures d'abandon. Donc, des fois, il peut avoir eu un gros abandon et peut avoir une grosse blessure. Et inversement, quelqu'un va dire, moi, j'ai vécu un immense rejet, puis si tu interroges la famille, ils vont dire, mais on ne l'a jamais vraiment rejeté. Mais c'est vraiment une question de comment on le ressent, comment on l'interprète. Hein? C'est Mais pour ça que, oui, dis-moi, Roger, ou Chantal, excuse-moi,
Est-ce qu'il peut avoir des blessures qui se développent plus tard? Parce que là, tu disais entre 0 et 1 an, mais mettons que moi, je commence ma maternelle, puis je me fais rejeter de mon groupe. On s'entend que la maternelle, c'est plutôt vers 4, 5 ans. Est-ce que c'était déjà là avant et je m'en suis pas rendu compte, c'était inconscient, ou ça peut vraiment se développer plus tard, même à 10, 12 ans? Est-ce que c'est trop avancé pour développer des blessures? C'est que ces blessures primitives au niveau de l'âme s'installent très tôt parce que tout notre vrai développement se fait entre 0 et 7 ans en réalité. Et après ça, on répète les patterns. On est sous hypnose, on est en état d'onde alpha de 0 à 7 ans. Et donc, on apprend le monde en état d'hypnose et tout ce qu'on fait après, c'est rejouer la cassette. 95% de la journée, on est inconscient et on rejoue notre cassette. Alors, en réalité, c'est que la blessure, elle était là et on a attiré des situations de même fréquence justement pour conscientiser la présence de la blessure. Je ne dis OK. pas que ça serait impossible que quelqu'un ait eu une enfance parfaite, mais encore là, c'est une question de perception. Même dans une enfance parfaite, deux enfants vont l'avoir vécu complètement de manière différente. Et quelque chose, par exemple, qu'on a dû laisser un enfant à l'hôpital pour une intervention chirurgicale ou quoi que ce soit, ça peut être vécu comme un abandon, ça peut être vécu comme un rejet, alors que les parents n'avaient pas du tout l'intention de rejeter ou d'abandonner l'enfant. Mais Mhm. tout est une question de comment on l'a vécu. Alors, en général, c'est déjà là. Et ces situations qui vont arriver plus tard vont venir réactiver une blessure qui était déjà latente en OK. réalité. D'accord. Alors, la deuxième blessure, ben, c'est la blessure d'abandon qui, elle, va survenir entre 0 et 3 ans. Je dis la deuxième, mais on s'entend que ça pourrait être l'abandon en premier, le rejet après, mais ça s'installe souvent dans la prime enfance, ces deux blessures de rejet et d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est quand on n'a pas de nourriture affective. Le rejet, on peut avoir été carrément rejeté, mis ailleurs dans une autre famille, que le parent nous ignore ou tout ça. L'abandon, c'est que le parent peut être là. Je vais donner un exemple. Euh, on va vivre ça dans des familles, par exemple, où il y a de l'alcoolisme, où il y a d'autres addictions, où il y a des problèmes de santé mentale, où il y a un autre enfant qui est malade. Alors souvent, l'enfant peut se sentir abandonné parce que ses besoins ne sont pas comblés, mais le parent ne l'a pas vraiment rejeté. Le parent, il est là physiquement dans la maison, mais il est peut-être juste pas là émotivement pour nous. Et donc, on va vivre cela quand même comme un abandon. Alors, ça peut être, comme je disais, des situations aussi où on était à l'hôpital, où on nous a envoyé garder parce que notre mère devait se faire opérer, on ne nous a pas expliqué ce qui se passait, on s'est senti abandonné. Donc, l'abandon, contrairement au rejet, le parent peut être là, peut ne pas être là, et c'est pas toujours un abandon physique d'une maison à l'autre. Les parents peuvent être autour de nous, mais ne pas nous avoir donné ce dont on avait besoin émotivement. Hein, on Mhm. parle souvent des pères absents, mais il y a des mères qui sont absentes aussi parce qu'elles Ouais. sont sur des médicaments, elles Au sont travail, dans un état de toujours. fuite, hein, justement. Donc, souvent, le parent qui est lui-même en compensation de son propre rejet, donc on le dit, les gens qui ont été rejetés souvent vont fuir, ils peuvent fuir à travers des addictions. Et malheureusement, ça va faire vivre du rejet ou de l'abandon à leurs enfants. Alors, c'est pour Mhm. ça qu'il y a une transmission souvent transgénérationnelle, non seulement au niveau de nos gènes, mais au niveau des comportements qui n'ont pas été adressés. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de conscientiser nos blessures et de les travailler pour éviter de les transmettre à nos enfants et à nos Ouais. petits-enfants. Mhm. Alors, donc, la blessure d'abandon, ça va faire que la personne va plutôt développer un comportement de dépendance affective. Donc, contrairement au rejet, le rejet, on le dit, c'est une personne qui va fuir, Ouais. mais la personne qui est abandonnée va devenir dépendante affective, va beaucoup dépendre de la validation extérieure, hein, par exemple les médias sociaux, par exemple des promotions au travail, toujours besoin d'être validé. De la Ça peut être reconnaissance, hein? la reconnaissance. Mhm. Et souvent aussi, ça peut être des gens qui ont une drôle de forme de dépendance affective, ils vont être en couple, mais ils vont toujours être dans la séduction avec d'autres partenaires parce qu'ils ont en réalité un besoin de validation. Et puis, c'est aussi, on peut alterner, on l'a dit tantôt, on peut avoir deux blessures dominantes. Si on alterne entre le rejet et l'abandon,
on peut très bien être un style d'attachement qui va être entre le style évitant et le style dépendant. Donc, ça fait des relations très, très, très chaotiques à ce moment-là, très toxiques aussi souvent. Donc, au niveau physique, c'est des gens qui vont être souvent assez longilins, là, des personnes plutôt minces qui peuvent avoir le dos courbé. Il y a comme un sentiment de tristesse et même de lourdeur par rapport à l'énergie que dégagent les personnes qui ont vécu de l'abandon. Et souvent aussi, elles vont vivre énormément de solitude et vont avoir peur de la solitude, mais inconsciemment vont la créer par leur dépendance. On le sait, c'est quoi quand les gens veulent s'agripper à nous? Souvent, on a besoin de s'éloigner. Donc, ils ont peur de la solitude, ils sont dépendants, mais souvent, ils vont provoquer la solitude de par leur dépendance. Ensuite, on a la trahison. Donc, c'est une autre blessure que beaucoup de personnes ont expérimenté, la trahison. Dans notre enfance, elle survient en général entre 2 et 4 ans. C'est quand on commence à être plus conscient de qu'est-ce qui se passe. Et souvent, ça va se vivre d'une forme de violence. Alors, ça peut être parce qu'on a été victime de violence ou aussi parce qu'on a vu le parent, en général du même sexe que nous, être victime du parent de sexe opposé. Quand on se sent trahi aussi, on peut le ressentir très intensément. Les 3 premières blessures, le rejet, l'abandon et la trahison sont des trucs qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc, même si la trahison, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous, mais c'est quelque chose qu'on internalise. Et souvent, ça va venir aggraver la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Si on a vécu une trahison, par exemple, notre frère ou notre sœur a été choisi pour aller en vacances tout seul avec le père ou la mère, bien, ça va venir comme aggraver notre sentiment de rejet ou d'abandon qui était déjà présent. Donc, la trahison est souvent comme un petit peu le sel qui vient aggraver les autres blessures. Ouais, ouais. Au niveau des compensations de la trahison, souvent, on va développer le masque du contrôlant. Donc, pour éviter d'être trahi, on va prendre le contrôle de la situation. Si c'est nous autres qui contrôlent, bien, on a moins de risques de vivre des situations déplaisantes. Alors, souvent, c'est des gens qui vont développer de très fortes personnalités. Et au niveau du physique, ça va se manifester aussi par un physique qui est plus imposant. Les hommes, Carré. souvent, vont avoir des fortes épaules. Les femmes, c'est plus au niveau du bassin qu'on va développer un bassin. Et c'est souvent justement pour compenser cette trahison. C'est un moyen de prendre notre place et d'être en contrôle de la situation. Et encore là, par exemple, un cas comme on va parler de l'adoption qui était quand même très fréquente dans les années 70 au Québec, eh bien, c'est sûr que l'abandon qu'on va vivre par rapport à notre situation d'enfant adopté, mais il y a une grande trahison aussi là-dedans. T'imagines, tu t'en viens t'incarner dans le corps d'une mère, euh, d'un couple nécessairement, et ils décident en cours de route qu'ils ne te veulent plus. Eh bien, il y a un sentiment de trahison aussi. Et là, dépendamment de ce qu'on va vivre à partir de notre enfance, bien, ça va être peut-être l'abandon qui va prendre plus de place ou ça va être la trahison qui va prendre plus de place. Je sais que dans mon cas, je suis extrêmement sensible à la trahison, peut-être encore plus qu'à l'abandon. Et ça a été long pour moi à le comprendre parce que, justement, comme j'ai été adoptée, on pense tout de suite à la blessure d'abandon, mais encore une fois, c'est toujours comment on l'a interprété. Donc, c'est pas toujours ce qui a l'air évident au premier niveau. Donc, c'est ça pour la blessure de trahison. On va passer à la 4e, qui est la blessure d'injustice. Et ça, je dois dire que quand j'ai refait mes recherches pour écrire mon article et faire mon émission là-dessus, je me rendais compte que beaucoup de gens dans la complosphère, hein, dans notre belle famille d'âmes, sont des gens qui portent la blessure d'injustice. Puis tu vas comprendre pourquoi.
Donc, Hey, la je suis blessure tout oui, je t'écoute parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices alentour de moi. Alors, je suis attentif à ce que tu vas dire. tu vas voir pourquoi. Donc, celle-là Mhm. s'installe en général entre 4 et 6 ans et OK. souvent, elle est infligée par le parent du même sexe. Alors, on va vivre un sentiment d'injustice quand le parent, en général du même sexe, a été très froid, très insensible par rapport à ce qu'on vit et souvent très autoritaire. C'est souvent un parent qui va pas nous permettre d'avoir des petits plaisirs, que ce soit de manger des bonbons, des plaisirs corporels comme la masturbation, des choses comme ça. Donc, ça va être un parent souvent, peut-être qui a des critères religieux ou qui a certains standards très élevés. Et donc, ce qui va être perçu par l'enfant, parce que peut-être que le parent n'est pas froid, mais par l'enfant, c'est perçu comme de l'autoritarisme, comme de la froideur et comme de l'insensibilité. Et donc, l'enfant va avoir comme une espèce de sentiment de rébellion en disant, ben, c'est pas juste que je suis pas aimé, que je suis pas validé, que on me chuchote pas et mes amis ont des bonbons, pourquoi moi j'en ai pas? Mes amis, les parents leur donnent des bisous, leur font des câlins, pourquoi moi j'en ai pas? Donc, il y a un sentiment d'injustice qui va se développer. Et là, par rapport à ce sentiment d'injustice, il va y avoir deux types de masques. Et là, on va très bien voir ce qui s'est passé durant la pandémie. Alors, OK. soit on va avoir le masque rigide, le masque du conformisme. Alors là, on voit tous ceux qui mettaient les photos avec le filtre sur Facebook, avec je me suis fait vacciner, etc., etc. Donc, ceux qui veulent faire partie du troupeau, parce qu'eux autres, ils ont appris que quand ils se conformaient à l'autoritarisme du parent du même sexe, ils étaient validés. Mais il y a un autre masque qu'on peut développer, c'est celui du rebelle ou de la rebelle. Et donc, ça va prendre des gens complètement euh, qui ne veulent pas se conformer et qui n'acceptent aucune forme d'autorité. Des Et donc, moutons on a noirs. plusieurs, des moutons noirs. Alors, j'ai fait un live là-dessus que j'ai appelé, c'est un chantalan sans censure, que j'ai appelé La revanche des moutons noirs, où je parlais justement de euh, comment souvent ceux qui ont refusé les injections et qui ont compris la pandémie étaient considérés les moutons noirs de la famille depuis qu'on était jeune. Donc, on a Mhm. toujours eu un niveau de conscience qui était différent. Il y a toujours eu en nous cette sensibilité à percevoir la vérité, je pense. Mhm. Et j'ai fait aussi une émission sur les empathes et l'hypersensibilité. Et donc, souvent, on est parmi nous des empathes ou des hypersensibles, justement, qui percevons la bullshit à travers les différents narratifs. Donc, Ouais. chez nous, ce sentiment d'injustice qui s'est installé dans l'enfance est très, très présent. Et soit ça se traduit par la conformité ou par la rébellion. Évidemment, dans notre gang, en général, c'est la rébellion. Et donc, toute situation qui va nous apparaître comme une injustice et où on va tenter de nous imposer quelque chose ou de nous conformer à quelque chose, évidemment, ça va nous faire réagir. Et je pense que c'est pour ça aussi que quand on se retrouve entre nous, il y a un sentiment de connexion, on se reconnaît et Ouais. on a l'impression de retrouver des amis d'enfance. La communication est facile, tout est fluide. Il y a quelque chose qui nous unit. Hein? C'est pour ça que je parle souvent de notre famille d'âme parce que c'est ça, il y a un trait commun. Et souvent, ce trait commun, c'est ce sentiment d'injustice qu'on porte. Et donc, c'est pour ça qu'on a un sentiment de justice sociale très développé. On ne tolère pas les injustices parce que ça vient faire écho à notre fameuse blessure d'injustice de notre jeune âge. Et finalement, la dernière blessure, c'est la blessure d'humiliation. Et Ouais. l'humiliation, elle va survenir entre 1 an et 3 ans. Et c'est lorsque l'enfant s'est senti rabaissé, s'est senti critiqué. Alors, contrairement à la blessure de rejet, quand on est dans le rejet, c'est la personne, c'est l'être qu'on rejette. Mais dans l'humiliation, ça va être les gestes, les actions que la personne a faites qu'on va rabaisser, critiquer. On va souvent aussi réprimer encore ici les notions de plaisir chez l'enfant, humilier un enfant. Ça peut être aussi
un enfant qui fait pipi au lit ou des choses comme ça qu'on va avoir humilié publiquement. Donc, c'est des choses qu'on va porter très longtemps et qui vont, encore une fois, si on s'en occupe pas, teinter nos comportements d'adultes, hein. Les gens, par exemple, on sait que la peur numéro un des gens, c'est de parler en public. Mais souvent, le fait d'avoir peur de parler en public, c'est rattaché à un sentiment d'humiliation par rapport à quelque chose qu'on a vécu quand on était plus jeune. Donc, c'est Hmm. pour ça que c'est important vraiment de transcender ces fameuses blessures. Et donc, le masque que va développer la personne qui a été humiliée, c'est le masque du masochiste. Alors, c'est comme si on internalise, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de l'autre pour nous humilier. Euh, on, on devient la personne qui veut humilier les autres. Alors, on devient humilier les autres et surtout s'humilier. On va devenir masochiste. Donc, c'est on va se Envers blesser soi-même. soi-même. Oui, Mhm. voilà. Et au niveau de la physionomie, ben, ça peut être quelqu'un qui va être plus rond, qui va avoir des kilos en trop, ou qui va être au contraire de très, très petite taille. Donc, mais il y a comme un très grand contrôle sur l'alimentation. Ça peut être, on peut souffrir d'anorexie boulimie aussi, qui est une manière d'être masochiste, hein, envers soi, de se faire Mhm. du mal. Et paradoxalement, ben, c'est des gens qui vont souvent s'oublier pour faire plaisir aux autres. Alors, c'est une Ouais. forme aussi de masochisme, pas écouter nos besoins pour être toujours dans les besoins des autres. Alors, c'est souvent en lien avec la blessure d'humiliation. Et comme je le disais, ben, euh, on a au moins une ou deux blessures qui sont dominantes, mais il y a certaines personnes qui ont vécu les 5 blessures qui peuvent s'identifier à chacune des 5 blessures. Et là, ben, À c'est en différents allant voir degrés, hein? exactement à différents On peut degrés. avoir une petite blessure de. Parce que là, je me reconnais un peu dans la blessure de l'humiliation, parce qu'on m'a souvent dit que je n'étais pas assez bon pour telle chose et que j'arriverais jamais à faire telle affaire. Par contre, je n'ai pas de surpoids, je n'ai pas Alors, peut-être que le degré de cette blessure-là est moindre, puis il y en a peut-être une plus dominante. Mais c'est vrai hein, qu'on peut porter les 5 blessures, mais à différents degrés. À différents degrés. Et ce qui va faire, comment on va identifier en fait celle qui est dominante. C'est sûr que la physionomie, ça peut nous donner un indice, bien que la physionomie, après ça, est aussi dépendante d'un paquet d'autres facteurs. On peut avoir eu des abus sexuels, on peut avoir vécu d'autres choses après qui vont avoir modifié nos comportements alimentaires ou il y a toutes sortes de choses qui peuvent survenir, des troubles glandulaires et tout. Donc, la Mhm. physionomie, c'est pas le seul indice, mais ça va être plus à quel masque on va s'identifier. Alors, je vais les rappeler brièvement. Quand on a vécu le rejet, souvent, on va devenir fuyant, on va avoir une personnalité fuyante. L'abandon, ça va nous amener vers la dépendance. La trahison, ça va nous amener vers le contrôle. L'injustice, ça va nous amener soit vers la rigidité, le conformisme ou la rébellion. Et l'humiliation, ça va nous amener vers ce côté masochiste. Alors, c'est souvent en allant voir quel masque ou quelle compensation est la plus forte chez nous qu'on peut aussi identifier quelle est la blessure qui est la blessure dominante. C'est vraiment génial, ça, de s'intérioriser, d'identifier ces blessures-là pour nous permettre de les travailler, de les dépasser et de guérir, hein, parce que ce sont des blessures de l'âme qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Parce que sans ces blessures-là, ben, on peut vivre une vie sans accuser tout le temps euh, Sans être soit des toujours personnes, victime. oui, c'est ça, être la victime de plein de monde ou du monde entier, là, dans le fond. Alors, Exact. c'est très intéressant. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé, ce livre de Lise Bourbeau, que j'ai précieusement à la maison, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Évidemment, il y en a d'autres ouvrages qui traitent des blessures et je trouve que c'est une bonne chronique qui nous conscientise sur l'importance de se guérir. Hein? Oui. J'aime toujours laisser les auditrices et les auditeurs sur une note positive. Ça, c'est sûr que là, on n'a pas le temps de faire
tout le travail pour guérir les blessures dans une petite chronique hebdomadaire. Mais je vais vous proposer un exercice. Puis juste avant, vous mentionnez que ce samedi, j'ai un atelier qui s'appelle la détox émotionnelle. Donc, c'est un atelier quand même relativement court, mais qui fait le tour de plein d'outils qui permettent de faire un travail déjà par soi-même. Et évidemment, je suis disponible pour les consultations, pour le travail d'accompagnement. Souvent, les gens pensent à moi comme naturopathe agréée, mais je suis aussi thérapeute en intelligence psychocorporelle et j'ai fait beaucoup de travail sur la résolution de trauma. Donc, c'est toujours une partie, même dans les consultations naturopathiques conventionnelles, que j'aborde l'aspect psychosomatique parce que justement, Génial. je suis très, très consciente qu'on n'est pas qu'un corps physique. Alors, le petit exercice que j'aimerais vous proposer, comme je mentionnais, c'est que en réalité, on est à 95 du temps influencé par toute cette information qu'on a accumulée de l'âge de 0 à 7 ans. Par exemple, quand on conduit un trajet familier le soir pour rentrer à la maison, ben des fois, on a passé tout le trajet dans nos pensées, on ne s'est même pas rendu compte. Puis on est rendu à la maison, on stationne la voiture, on dit mon Dieu où j'étais, mais j'étais dans ma tête. J'étais en train de répéter mes schémas, mes trucs que je répète tout le temps. Alors, la première chose pour guérir les blessures, c'est vraiment euh, de partir de notre mental, de partir de notre tête et de se redéposer dans notre cœur. Et ça, des fois, on a de la misère à le faire, surtout quand on est dans nos blessures, parce que c'est douloureux. Quand on descend dans le cœur, on les ressent, les blessures. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est justement trouver des moyens de ne pas être dans notre ressenti, de fuir, d'être toujours distrait par la télé, par la musique, par notre cellulaire, par des discussions sans fin avec des gens. Alors, il faut se donner cet espace euh, où on peut se retrouver tout seul avec soi-même sans être sur notre téléphone, sans voir de musique, sans voir de télévision. Ça peut être juste une marche. C'est pas compliqué, là. On peut tous aller marcher 10, 15 minutes par jour dehors, à moins qu'il y fasse un temps exécrable. Mais de manière globale, on est capable de prendre un 10 à 15 minutes de marche et juste faire de la marche consciente. Donc, d'être conscient quand on dépose nos pieds au sol de notre ancrage, de notre posture, de notre respiration. Notre respiration, je vais y revenir beaucoup dans les prochaines semaines. Je vais beaucoup développer l'aspect breathwork parce que il y a une récente étude qui vient de sortir qui parle que la longévité de notre vie est déterminée par la taille de nos poumons et l'amplitude de nos respirations. C'est le facteur le plus important au niveau de notre santé. C'est gratuit, on peut tous le faire en tout temps, partout. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas nos respirations. Alors, on prend 15 minutes, 20 minutes par jour pour aller faire une marche, pour être conscient de notre respiration. Quand on est stressé, là, on bloque la respiration du ventre, on a une petite respiration haletante. Et quand on est là-dedans, bien justement, notre système nerveux sympathique est en hyperactivation, on est en état de lutte ou de fuite. Dès qu'on respire plus profondément, on calme notre système nerveux. Ça a un impact sur le nerf vague et ça normalise le système nerveux sympathique. On calme tout ça. Alors, on va marcher, on sent, on respire. Et là, on se pose deux questions profondes. Et si on fait cet exercice-là tous les jours, je vous garantis que déjà ça, on fait un très, très, très bon bout de chemin. La première, c'est comment je me sens en ce moment. Comment je me sens en ce moment? Pas, il faut que j'arrive à l'heure tantôt. Demain, il ne faut pas que j'oublie que. Ah, hier, ils m'ont dit que. Non. En ce moment, les pieds ancrés au sol, dans ma respiration, quand je suis dans mon cœur, comment je me sens? Et on accueille la réponse sans jugement, comme on laisse passer les nuages dans le ciel. On fait juste, ah, on développe une curiosité à savoir comment je me sens et à accueillir ce qui est en ce moment, sans jugement. Et la deuxième question, c'est de quoi ai-je besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai soif? Souvent, les gens vont me dire, je ne sens pas le sentiment d'avoir soif. Bien, c'est sûr que c'est toujours dans ta tête, tu ne peux pas ressentir que tu es déshydraté. Mhm. Tu ne sens même pas que tu respires pas. Tu ne sens pas que tu meurs de sommeil. Donc, vraiment, aller marcher un 15 minutes, travailler l'ancrage, l'amplitude respiratoire, redescendre de la tête dans le cœur, se demander comment est-ce que je me sens maintenant et de quoi ai-je besoin en ce moment.
Et déjà de faire ce petit travail-là, on peut mettre une note dans notre cellulaire ou encore mieux, avoir un petit journal à la maison. Puis on se laisse répondre à ça tranquillement dans la journée. On peut se l'écrire le matin aussi dans notre journal, puis au cours de la journée, on accumule les réponses. Et l'important, c'est de prendre tout ce qui est là. Des fois, c'est l'enfant intérieur qui cherche à s'exprimer ou c'est justement une réaction par rapport à une de ces blessures-là. Et il faut juste se permettre d'aller dedans, faire confiance au processus. Ça fait du bien de déposer, de penser à soi. C'est un très bel exercice. Je vais le faire. Merci infiniment, Chantal-Anne. C'était une belle, belle, belle chronique qui va se terminer avec une chanson sélectionnée par toi parce que tu nous mets dans une atmosphère, en fait, toujours très intéressant. J'aime bien ta sélection musicale. Je suis curieux de savoir ce que tu as à nous offrir aujourd'hui. C'est Queen Omega, donc une belle artiste trinidadienne, et c'est J'Amazing Grace, comme Ja, vous savez que c'est le divin. Et donc, c'est une version reggae d'Amazing Grace que j'aime beaucoup. Et ça vient un petit peu comme mettre un baume sur les sept blessures. Les C'est sept sûr que blessures, ouais. Les cinq. ça va, oui, les 5 blessures de l'âme, et ça va justement nous faire du bien à l'âme, parce qu'à Radio Unicité, la musique, c'est la nourriture de l'âme. Merci beaucoup, Exactement. Chantal. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique santé. D'ici là, porte-toi bien et dis bonjour à Roger de ma part. Ah oui, ben oui. Et ou sinon, on se retrouve samedi pour le détox émotionnel. Merci tout le monde. Exactement. On s'inscrit comment, Chantal-Anne? Sur mes pages Facebook, je vais remettre les liens. Ça va être tout en haut des murs. Consultez la page Facebook de Chantal-Anne Dumas pour sa détox émotionnelle de ce week-end. Bye bye. Merci, bye, bonne semaine.